Ok, si c'est comme ça que vous gérez les duels judiciaires, maintenant ça me va mieux déjà. Ça me va mieux. Cela dit, oui, avant de passer à ça, d'en parler en détail, j'aimerais être clair sur un point. Je ne retire pas une seule seconde de ce que j'ai dit dans l'épisode précédent sur le fait que ça reste une facilité scénaristique. Ça a été une facilité scénaristique dans la saison 1 et dans la saison 3. Ça reste une facilité scénaristique, mais au moins vous l'exploitez bien. Et je retire pas ce que j'ai dit quant au fait que si ça pouvait marcher comme ça, pourquoi il s'est pas lancé direct là-dedans, quoi? Pourquoi il a pas directement lancé la chose? Sachant que au départ, il savait même pas, il n'était pas sûr une seule seconde qu'il avait une chance d'être envoyé au mur. Hein, de prendre le noir et d'être envoyé au mur. Donc ça reste un problème dans l'épisode précédent, dans le sens où ça amoindrit de façon assez forte le fait qu'il s'est lâché devant tout le monde et le fait que ce procès était une farce pour lui, quoi, parce que de toute façon il pouvait faire ça. Ça reste un problème pour moi, je tiens à le dire, mais au moins si vous exploitez ça, comme c'est fait dans cet épisode, ça devient beaucoup moins ennuyeux. Parce que vous faites durer les choses, il y a une préparation, il y a un jeu de pouvoir, de manipulation pour que on puisse avoir accès à tel ou tel guerrier. Contrairement aux autres duels judiciaires qui se faisaient mais sur le coup, quoi. Genre je veux un duel judiciaire, d'accord, mais tout de suite. Donc je prends ce type pour me représenter, il y a ce type là contre qui va se battre, ok, voilà. C'était comme ça, direct. Là, ça prend le temps de se mettre en place. C'est pour ça que j'apprécie. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses à dire. Je vais parler rapidement, donc une fois de plus, pour commencer, de Daenerys et de Jon Snow. D'abord, Jon Snow, tiens, qui se passe pas grand-chose dans son petit arc dans cet épisode, puis il revient donc de l'expédition et est assez bien vu, mais Torque a toujours une dent contre lui. Voilà. Et les armées de Mens se rapprochent de plus en plus et ils vont être bientôt sous le nombre. Donc il propose, Jon Snow, de condamner le tunnel qui leur sert de passage au nord. Alors là, c'est pas super clair pour moi, je vous cache pas. Il me semblait qu'il y avait une porte précise par laquelle il passait pour pour traverser le coin et aller au nord, mais apparemment il y a un tunnel en fait, c'est plus précis que ça, semble-t-il. C'est moyennement clair, j'avoue, il y a certains trucs qui auraient peut-être mérité d'être un chouïa plus développés, précisés. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait gaffe à certains détails, j'en sais rien. En tous les cas, ouais, il y a ce tunnel qui veut faire condamné donc en mettant de l'eau dedans, la laissant geler et donc en attendant l'été qui viendra semble-t-il, sachant qu'il fait toujours froid dans le coin donc je pense que ça sera vraiment impossible à refaire et donc ouais il y a le pour et le contre, ils se disent que ça nous permettra plus de faire notre boulot de soldats de la garde de nuit si on condamne ça et ce serait juste une solution sur le court terme donc il y a le pour et le contre et Torque étant donné qu'il est contre surtout parce que ça le fait chier que Jon Snow prenne des décisions en gros j'ai l'impression il influence un petit peu le responsable de ça pour qu'il dise non quoi voilà ça se termine là j'ai le sentiment que c'est un début de conflit qui j'imagine se résoudra dans les épisodes à venir mais bon alors j'espère que d'ici la fin de cette saison 4, on va avoir ce conflit avec les hommes de Mens qui aura lieu quand même. Une espèce de conclusion, de demi-conclusion qui se mettra en place, ce serait cool. Enfin bon, ça on verra bien. Du côté de Daenerys, donc elle règne toujours sur Myrine, et il y a Dario qui continue son petit côté séduction. Oui, il y a la voir en tout bien tout honneur une fois de plus, hein, parce que il trouve qu'il n'a plus trop sa place. On lui demande plus de faire ce pour quoi il est doué, soit c'est-à-dire se battre pour la guerre, soit séduire les femmes. Quoi, c'est impossible les deux trucs dans lesquels il se connaît. Il le dit lui-même et il dit ouais, c'est bien beau de vouloir régner. Je respecte beaucoup votre décision, mais nous on est doué pour se battre, etc. Et donc ça va pas trop marcher. Quoi, si on reste ici, on se sentira un peu dépérir. Et donc. La première chose que fait Daenerys, c'est lui dire ok, faites ce pourquoi vous êtes doué, enlevez vos vêtements.
Et j'en sais rien, apparemment ils l'ont fait, ils l'ont pas fait, c'est un petit peu nébuleux par rapport à ça, mais j'imagine qu'ils l'ont fait, et après, le lendemain, il repart tout joyeux, parce que Daenerys lui a dit de repartir conquérir Yunkai, pour cette fois-ci tuer tous les maîtres, de façon à ce qu'il puisse plus reprendre le pouvoir. Seulement, Jorah a son petit mot à dire là-dessus, en disant que le fait de vouloir refaire une société, ça vient aussi dans le fait de montrer un certain exemple. Les esclaves n'ont vécu que dans la violence. Si leur façon de s'en sortir, c'est dans la violence, ça arrangera pas les choses sur le long terme. Il le présente bien comme ça. Et il montre aussi que certaines personnes peuvent se repentir de ce qu'ils ont fait. Lui, c'était un esclavagiste avant, il a vendu des gens en esclaves. Et si Ned Stark n'avait pas été clément envers lui, eh ben, il n'aurait pas pu aider Daenerys comme c'est le cas. J'aime bien le fait qu'ils mettent ça en avant, et une fois de plus, comme dans l'épisode précédent, qu'ils complexifient un petit peu la chose. Qui disent bien que oui, sauver un pays, arranger une situation, ça demande quelque chose de plus complexe. Ça montre une fois de plus le côté assez naïf et jeune de Daenerys, qui ne sait pas encore tout bien faire en termes de politique, c'est tout à fait naturel, et ça montre qu'il y a toujours quelque chose d'un peu spécial entre elle et Jorah, parce qu'il est encore capable de l'atteindre. C'était un très bon moment, j'ai beaucoup apprécié le moment autour de Daenerys. Ça, j'ai le sentiment que les gens qui ont un problème avec les personnages de Jon Snow et Daenerys ont du mal avec le fait que ce sont des personnes un peu vierges de ce monde politique où c'est manipulation, manigance et compagnie, et dans lequel ils essayent de s'y faire une place en faisant prôner leurs valeurs morales, leurs bonnes valeurs morales, et oui, elles se rendent compte, ces deux personnes-là, que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des concessions à faire, et qu'il y a des fois, rien n'est tout blanc et n'est tout noir. Et il y a vraiment ce travail qui se fait d'un côté comme de l'autre, tout en essayant de rester fidèle aux principes qu'ils portent. Et j'aime beaucoup ça, je trouve que si ça respecte bien le titre des livres, c'est tout à fait pertinent de les pointer comme les deux personnages centraux, les deux protagonistes de cette histoire, parce qu'il y a vraiment un périple de personnages très similaires de la part de ces deux-là, qui sont un peu aux antipodes l'un de l'autre dans ce qu'ils vivent, mais il y a quelque chose de très similaire de la façon dont ils évoluent, et j'apprécie beaucoup ça, honnêtement. C'est un très bon moment, Jorah convainc Daenerys, et grâce à ça, elle se dit, ok, ce coup-ci, on va plutôt y aller en mode plus pacifique, en disant, ok, les maîtres, on va rapporter ce qu'on a fait aux esclavagistes qui ont fait les trucs d'enfoirés qu'ils ont fait avec les esclaves enfants. Je maintiens que ça restait un peu too much gratuit, on aurait pu en faire un tout petit peu moins des caisses, mais bon, ils jonglent bien là-dessus, ils appuient bien la suite par rapport à ça, je le reconnais. Et donc, soit vous suivez un petit peu mes ordres, la façon dont je vois les choses, soit vous allez finir cormeuse. C'est-à-dire que, ouais, on va donner une porte de sortie à ces maîtres-là et donner vraiment l'option de la résolution par autre chose que la violence. C'est cool. J'ai beaucoup apprécié ça. C'est un bon développement de Daenerys là. Bien, alors dans les petits développements qu'on a, on va avoir une petite scène, enfin deux petites scènes autour d'Arya et du limier qui s'appelle donc Sandor, hein, maintenant je vais essayer de retenir son prénom, qui tombe sur un village complètement décimé par je ne sais pas qui. À nouveau, je sais pas quel putain de chemin ils prennent, mais ils mettent leur temps pour aller aux Aériers, ceux-là, hein. Vraiment, ils mettent leur putain de temps. C'est un détail, mais bon, c'est histoire de rire. Donc bref, ouais, il tombe sur un village décimé, il y a un type qui est blessé et qui meurt à petit feu. Et donc il y a un moment assez fort sur le personnage qui s'accrochait un petit peu à la vie, mais qui finit un petit peu par laisser filer, qui a besoin d'en finir, quoi. Et cette dernière conversation, c'était quelque chose pour lui, ça représentait une espèce de dernière interaction dont il avait un peu besoin. C'était un moment assez fortiche, je le trouvais bien foutu. Donc suite à ça, on enchaîne direct avec un type qui attaque le limier par le dos, parce qu'il a une prime sur lui maintenant. Et donc, il se défend assez vite, mais c'est bien aussi parce que ça met en place quelques informations qu'ils ignoraient. Maintenant, ils savent que Joffrey est mort. Voilà, et puis, comme par hasard, là, c'est un peu gros. Il y a des grosses coïncidences un petit peu dans cet épisode qui gênent un petit peu le tout, parce que globalement, c'est super, mais il y a ce genre de petites grosses coïncidences qui gênent un chouïa. Puisque, ouais, le mec qui les attaque, c'était un des types qui était en cage avec
un homme, le mec qui avait aidé à Arya dans la saison 2. Et ouais, quoi, elle se souvient de lui, et grâce à quelques petits conseils rapides que lui a donné le limier, elle parvient à le battre super rapidement avec son aiguille, en visant bien le cœur comme il faut. Et il dit, c'est bien, tu apprends, et après ça, on va voir une petite scène entre elle et le limier qui... Enfin, nous, un lien, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu gros comme terme, mais on voit qu'il y a un début de rapprochement quand même, lorsqu'il se confie un peu plus par rapport à ce qui lui est arrivé, lorsque son grand frère lui a brûlé le visage. C'est assez approprié puisque la montagne sera remis en avant, j'en reparlerai un petit peu de ça, et ouais, il y a un début de quelque chose, on sent qu'il y a un début de calme entre eux qui se crée, et je trouve que ça appuie plutôt bien ce qui était dit dans l'épisode précédent où il se moquait de sa façon de combattre, et là où elle apprend un peu de lui en apprenant aussi à se rapprocher vaguement, très vaguement de lui aussi, tandis qu'il s'ouvre un petit peu à elle. C'est très bon ça. Ça n'empêche pas que la grosse parenthèse où il a pillé un mec qui a été gentil avec lui était totalement inutile, ne servait à rien, grossière et gratuite. Ça change absolument rien pour moi, hein. C'est pas parce que, oh, regardez, on est dans un univers impitoyable qu'on va prendre ce genre de scène gratuite juste pour le rappeler comme ça. Je trouve ça grossier, une fois de plus. Non, parce qu'on m'a repris un peu là-dessus en commentaire, je trouve que ça reste grossier et naze, c'est pas juste parce que, oh mon dieu, ils sont méchants. Non, c'est juste parce que c'est gratuit, quoi. Si vous voulez montrer un truc impitoyable ou vraiment être filou, être un connard, ça peut vous apporter quelque chose, faites-le de façon plus... de mieux filer que ça, quoi. C'était gratuit et grossier. Enfin bon, voilà, c'était histoire de dire. Mais voilà, c'est un bon développement de leur relation. C'était cool, c'était un bon passage, ça. En parlant de ça, il y a un autre moment très grosse facilité, grosse coïncidence qui vient autour de Brienne et Podrick, et c'est vraiment les seuls problèmes que j'ai. Il y a des grosses facilités à deux moments. C'est-à-dire le moment où Arya retrouve le mec qu'elle avait croisé avant, et ce moment où Brienne et donc Podrick se posent dans une taverne en chemin pendant leur recherche, et tombent comme par hasard sur le mec, le gamin qui était aux côtés d'Arya et de Gendry, qui s'est un petit peu posé, maintenant il cuisine, il fait ses tourtes, etc. Comme par hasard. Et comme par hasard, le mec, on lui dit un compliment sur sa bouffe, il se dit, tiens, je vais me poser à table et tout leur raconter. Comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. C'est quoi ce délire? C'était n'importe quoi, ce détail. Et voilà, c'est là. Et donc, grâce à ça, ça amène à ce qu'ils parlent rapidement de Sansa, comme quoi ils sont à sa recherche, on recherche un petit peu les filles Stark, parce que j'ai promis à Catelyn Stark de les protéger. C'était amené de façon un peu forcée, grossière, je trouve. Ce qui amène à ce que plus tard, le mec vienne rapporter le fait qu'il ait croisé Arya pendant pas mal de temps, et qu'ils leur disent, voilà, j'ai croisé Arya, voilà ce qu'on a vécu de façon super raccourcie, et maintenant, ils ont une nouvelle piste, un nouvel enfant Stark à aller chercher. C'était super grossier, quoi. Je sais pas comment c'est amené dans le livre, mais si c'est amené comme ça, c'est ultra grossier. Désolé, je trouve ça un peu trop facile. Enfin bon, en dehors de ça, c'est pas comme si c'était mauvais non plus, hein. Ça passe correctement ce passage. Brienne et Podrick ont une bonne dynamique. Ils passent bien et ça fait plaisir une fois de plus de voir une dynamique entre deux personnes qui essayent pas d'être un peu vislardes ou quoi que ce soit. Deux personnes vraiment sincères et loyales. Donc c'est bien de voir ça. Mais ouais, c'est un peu facile. En tout cas, ouais, ça les dirige tout coup-ci vers les Airiers parce que si on doit amener Arya quelque part pour toucher une récompense, une prime, ce serait certainement aux Airiers, quoi. Il n'y a plus que ça comme possibilité. Donc ça les dirige vers là. Voilà, donc c'est ça le truc qui a fini par les faire changer de direction vers quelque chose où ils auront une certaine importance normalement. Ok, c'était... Voilà, c'était dommage que ce soit aussi facile. En dehors de ça, ça passait. C'est le plus gros souci que j'ai avec cet épisode, c'est vous dire que c'est pas non plus excessif. On a rapidement une scène du côté du château de Stannis où apparemment tout le monde se prépare à partir en guerre. Donc Stannis, le retour, la revanche. Et ouais, il y a une scène autour de Mélisandre et de la femme de Stannis où cette dernière vient la voir. Il y a une petite conversation sur le fait
qu'elle se sent moins désirable qu'elle, mais elle jure vraiment allégeance au dieu, au maître de la lumière, et donc tout ce qui est fait en son nom est bon, donc elle peut pas non plus se permettre d'être trop jalouse, quoi. Enfin bon, c'était le petit détail qui, honnêtement, n'apportait pas grand chose, je trouve, de la part de la femme de Salis. Ce qui est un petit peu important, je pense, c'est le fait que on souligne davantage qu'elle a du mal à se fier à sa fille Shorin. Je vais essayer de me souvenir de son nom, Shorin, parce que voilà, beaucoup de gens semblent grandement l'apprécier, ce personnage. Et j'aime bien pour l'instant, elle est mignonne. Après, il faut voir ce qu'elle apporte, quoi. Hein. C'est une mignonne petite fille qui est prise là-dedans, et pour l'instant, elle n'a pas fait grand chose à part apprendre à Davos à lire, quoi. J'attends un peu de voir, hein, si elle arrive à briller un de ces quatre de façon plus poussée. En tous les cas, ouais, elle est un peu contre à emmener Shorin, mais Mélisandre lui dit que oh, le maître de la lumière a des plans pour elle. Ok, donc il va falloir l'amener, même si ça lui plaît pas trop à la mère de Shorin. Voilà, c'était Histoire que parenthèse un peu inutile, mais c'est pas comme si c'était mauvais non plus, ça appuie les personnages, ça appuie le personnage de la mère qui a un peu ce côté fervent religieux, qui a du mal à avoir toute sa santé mentale, et Mélisandre qui essaye vraiment d'être le plus posé par rapport à ça, de bien être la prêcheuse qu'elle est. C'est pas mal. Ça s'appuyait bien ce personnage. Après, c'est pas des personnages que je trouve particulièrement transcendants, mais ça les appuyait bien. Bon, bah, il nous reste plus qu'à parler de ce qui se passe à Port-Réal, le gros morceau une fois de plus. Et c'est très intéressant, comme je l'ai dit, que le duel judiciaire se résolve pas tout de suite. Parce que vraiment, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça se faisait en l'espace de 10 secondes. Je veux un duel judiciaire, ok, on se bat. Voilà, là maintenant, il y a une préparation. Et donc, il y a des manigances de la part de la famille Lannister, surtout Cersei, pour que Tyrion ne parte pas avec les meilleures chances. Hein. Ça, c'est clair. Donc déjà, la première chose qu'elle fait, c'est pour... le représentant de l'accusation, elle va choisir la montagne, espèce de gros tas de muscles qu'on n'avait plus vu depuis la saison 1, bordel de merde. Je veux dire, on n'arrête pas d'en entendre parler de ce type. Mais punaise, on le voit pas du tout. Alors je sais pas, peut-être qu'on le voit rapidement dans la saison 2 lorsqu'Arya est prisonnière des Lannister, même si on ne va pas le voir beaucoup. Mais en dehors de ça, merde, ça faisait Télus qu'on l'avait plus vu. Et voilà, c'est cool de le remontrer, même si c'est clairement pas le même acteur. Je veux dire, j'ai pas un souvenir très fort du personnage, mais c'était pas le même acteur, hein. Cette espèce de gros tas de muscles quasiment invaincu, à part par Loras, mais bon, il l'a eu un peu par la ruse. Et puis bon, Loras voudra pas particulièrement protéger Tyrion, donc... ouais, je sais pas, ça fait partie des trucs, vous savez, des petits trucs qui sont un chouïa ennuyeuse, un petit peu décevantes, quand on a suivi un personnage dès le début, et que il perd quasiment en importance de façon presque totale parce que le scénario ne sait pas quoi faire d'eux en fait de ces personnages malgré le fait qu'ils soient encore présents et c'est le cas avec Loras, un peu Marjorie aussi qui depuis quelque temps est un petit peu dans l'ombre alors que je trouvais que dans la saison 3 elle se mettait bien avant et là depuis quelque temps à part son petit moment avec Tommen voilà. C'est un peu dommage ça. Enfin bon, c'est une petite parenthèse, c'est pas gravissime. En tous les cas, ouais, ça se présente mal pour lui. Il y a une petite conversation avec son frère en disant tu t'es condamné et il a dit oui mais je voulais pas survivre selon ses termes à lui et arranger tout ce qu'il voudrait et ouais c'est bien on voit vraiment le côté défiant de Tyrion dans les possibilités ça me nuise un peu puisque il n'ose pas demander à son frère de participer parce qu'il est un petit peu amoindri avec sa seule main gauche et Bronn qui ne va pas accepter parce qu'on lui a fait une meilleure proposition. Hein. Cersei a fait un petit peu gaffe à ça et s'est dit tiens je vais te promettre une fille riche qui pourra te permettre d'hériter d'un certain château et en compensation tu vas ne pas combattre pour Tyrion. Donc ouais, il a un peu accepté ça. Il y a un passage d'au revoir entre ces deux-là qui est assez marquant, puisqu'ils se connaissent depuis la saison 1 quand même, où ils mettent bien en avant ce qu'était leur relation, c'est-à-dire qu'il y a un respect entre eux, mais il y a quand même ce sens des priorités, surtout de la part de Bronn, c'est-à-dire que
vous voulez que je fasse quelque chose, faut qu'il y ait une compensation, et je dois peser un peu le pour et le contre. Là, le pour et le contre, je peux pas vous aider, hein, je vous aime bien, mais je m'aime davantage. Et malgré tout, il y a un petit regret de sa part, parce que il va le regretter, ce type. Mais c'est plus important qu'il survive. Et voilà, cette espèce d'au revoir qui se font, il y a quelque chose d'un petit peu touchant là-dedans, j'ai le sentiment que c'est vraiment un au revoir pour de bon. C'est pas impossible que Bronn réapparaisse et que je me trompe, mais si c'était une façon de dire au revoir au personnage de Bronn, ah ben c'était plutôt bien fait. Ce petit passage était bien foutu. Et ça montre la manipulation de Cersei pour que toutes les chances ne soient pas du côté de Tyrion, hein, dans ce combat. Ce qui fait que bon, avec Jaime qui est pas en état et Bronn qui voudra pas se battre pour lui, il n'y a personne dans son coin, donc il va devoir se battre un peu tout seul de lui-même. Donc il le sent, il le sent assez mal. Mais c'est là qu'arrive Oberyn. Et sur le coup, je m'en veux un peu de pas y avoir pensé parce que ça paraît évident, mais Oberyn était un choix évident par rapport à ce qui a été mis en place. Et j'en ai pas trop parlé dans l'épisode précédent, je le regrette un petit peu, mais Oberyn a su gagner en intérêt pour moi depuis l'épisode précédent. Il a eu une conversation avec Varys après le conseil, avant le tribunal, le procès de Tyrion, où il mettait bien en avant un peu la même personnalité que Tyrion, en fait, ce côté bon vivant et qui a cette sensation de vengeance, ce sentiment de vengeance à assouvir que n'a pas particulièrement Tyrion. Mais en dehors de ça, il a une personnalité très similaire. Ce qui fait qu'il arrive vraiment à respecter les gens qui ont une approche plus noble et plus réfléchie de ce qui se passe. C'est pour ça que sa conversation avec Varys avait quelque chose de très similaire. Ça faisait un essai parallèle avec la conversation que Varys avait avec Tyrion. Et c'était bon, c'était très bon ça. Et là, c'est largement mis en avant dans le fait qu'il se présente devant lui. Et il va attendre un petit peu avant de se proposer. Il va d'abord raconter un petit peu comment il l'a connu. Et c'était il y a très longtemps, c'était à sa naissance. Alors, juste un truc, punaise. Il y a une différence de génération entre eux et ça se ressent à peine, quoi. Le mec, il vieillit bien, hein. Hein, vraiment, il vieillit bien, Oberyn. En tous les cas, oui, il raconte qu'il l'a rencontré tout jeune et c'était une déception pour lui parce que on lui avait vanté sa monstruosité comme quoi c'était un démon avec des tonnes de détails très moches autour de lui, alors qu'en fait c'était juste un bébé nain. C'est-à-dire qu'il était un peu plus rachitique que les autres bébés, mais il n'était pas aussi monstrueux qu'on le disait. Donc c'était ça la déception autour de lui. J'adore la façon dont il le présente, et la façon dont il présente le fait que sa sœur, dès le début, le détestait, parce qu'il a tué sa mère à ses yeux, il a tué sa mère. Ce qui fait que ça... Je reconnais que ça explique davantage, ça justifie davantage, ça a une viscérale envers lui. C'est-à-dire que depuis le début de sa vie, elle le hait viscéralement parce que elle l'assimile à la mort de sa mère. C'est lui le responsable de la mort de sa mère qu'elle aimait. Donc ouais, j'avoue que j'y ai plus trop pensé dans les derniers épisodes. Vous m'avez sans doute repris en commentaire pour ça. Je me reprends par rapport à ça. C'est vrai que cette espèce de haine viscérale envers Tyrion est justifiée par ça. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, quoi, c'est histoire de bien mettre en avant que c'est quelqu'un qui a été détesté dès le début de sa vie, quoi. Il a jamais eu de chance. Et Oberyn rebondit là-dessus en disant qu'il a toujours voulu se venger des Lannister, des personnes qui sont responsables de la mort de sa sœur et de ses enfants. Et il y a un excellent travail sur le texte. Une fois de plus, le texte est fait de façon mais magistral. Hein. Le texte de Oberyn est magistral pour présenter la chose. Je ne saurais pas vous le présenter à sa juste valeur. Pour mettre en avant le fait qu'il veut instiguer sa vengeance. Et la première personne à en pâtir, ce sera la montagne. La personne qui a exécuté sa sœur et ses enfants. Et sur le coup, je me dis, mais c'est évident, pourquoi je n'y ai pas pensé? Pourquoi ça m'est pas venu en tête? Mais c'est tellement... Ça coule de source, ça renoue les choses qui sont mises en place de façon tellement parfaite, pourquoi ça m'est pas venu en tête? Mais c'est parfait. Cette façon quasi parfaite de se venger des gens qui lui ont pris ce qui lui était cher en tuant directement la personne qui a tué directement les siens et en allant à l'encontre des plans des gens qui ont ordonné ça, mais... Nickel, punaise. Sur le coup, je me suis dit, mais c'est parfait. Écriture géniale, nickel. C'était grandiose ça, grandiose ce moment-là. Et ouais, Oberyn, j'avais un peu de doute,
quand il a été introduit au début de cette saison, mais là, c'était le grand moment fort autour de lui. Et tout de suite, j'adore. J'adore le personnage. Et j'espère vraiment qu'il va l'emporter. D'ailleurs, s'il l'emporte pas, ça voudrait dire que Tyrion mourrait. Et ça m'embêterait beaucoup, quoi. Je pense qu'il a le plus de chances de l'emporter, en dépit du fait que la montagne soit un gros tas de muscles. Mais ouais, ça promet un combat dantesque. Et ouais, je suis impatient de voir ça. Vraiment impatient. Bon, il reste un dernier sujet à traiter. Et là aussi, c'était très bon. C'était autour de Sansa, qui se retrouve toujours aux Airiers. J'en ai pas parlé la dernière fois, mais ça fait plaisir de revoir les décors des Airiers et de se rendre compte à quel point c'est vaste. Et ça change des environnements habituels puisqu'on est vraiment sur une colline, dans un précipice, dessus un précipice, et où c'est vraiment en plein air, quoi, en plein air au sens très direct. Et vraiment, c'est ce genre de décor qui manquait un petit peu, ça rajoute vraiment une grande variété là, et c'est vraiment cool de revoir ça. En tout cas, oui, Sansa essaye un petit peu de se remémorer le bon vieux temps paisible de Winterfell en utilisant la neige qu'il y a dans le coin pour se forger un petit Winterfell de neige. Et ouais, il y a Robin qui apparaît là pour parler un peu avec elle, avec son côté très naïf, très garçon pourri gâté. Et donc au début, ça se passe plutôt bien entre eux, mais dès lors qu'elle élève un tout petit peu la voix, il le prend super mal et va à des grands extrêmes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle se dit « Ok, calme-toi !» Elle lui colle une claque, et le mec, il se dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je suis ultra choqué par ce qui m'arrive, et il finit par s'enfuir. On voit que c'est quelqu'un qui a jamais été puni, qui a toujours eu tout ce qu'il voulait, quoi, et donc ce genre de choses, bah, il en avait besoin. D'ailleurs, il y a Baelish qui apparaît en disant « Ouais, il avait besoin de ça, hein. Sa mère aurait dû le faire depuis longtemps, ça lui montrait un petit peu l'autorité. » Et ouais, c'était assez fort, quoi. La personnalité de Robin en DP se ressortait bien là-dedans. Ce qui mène à une scène qui m'a un peu partagé, dans le sens où Baelish met en avant le fait que si il a voulu exécuter Joffrey, faire tuer Joffrey, ce n'est pas seulement pour se créer de nouveaux alliés plus fiables, mais c'est aussi parce que c'est plus ou moins lui, entre autres, qui a causé la mort de la femme qu'il a toujours aimée, Catelyn. On montre de façon continue ses sentiments pour Catelyn, le fait qu'il a toujours voulu qu'elle soit à lui. Et le fait est que j'y avais pas trop pensé, mais c'est vrai que maintenant que Catelyn a été exécutée avec son fils Robb, maintenant cette voie lui est plus offerte. Il ne pourra plus l'avoir pour lui. Donc il y a ce côté aussi vengeance de sa part qui va être beaucoup plus prononcé par rapport à ça. J'avoue que c'était bien amené par rapport à ça. Par contre, il y a une scène après donc, qui me gêne un chouïa par rapport au fait que il dit à Sansa qu'elle est plus belle que sa mère ne l'a jamais été. Et il finit par l'embrasser. Donc je rappelle qu'elle a 14 ans et que lui, je vois, il en a 35-40 facile. À nouveau, je suis sûr que c'est courant ce genre de liaison à l'époque avec cette différence d'âge, mais ça fait toujours bizarre quoi. Et ouais, Sansa se laisse faire pendant genre 15-20 secondes. Je veux dire que Baelish se laisse prendre un peu là-dedans parce qu'elle lui rappelle sa mère, etc. Je veux bien comprendre, mais que Sansa se laisse faire, je trouve ça bizarre quoi. C'est histoire d'amener une espèce de faux quiproquo, puisque c'est pas vraiment un quiproquo, où Lysa les voit de loin et part un peu en pleine crise de jalousie, j'en parle dans 10 secondes, mais ouais, le fait que Sansa mette 15 secondes à se dire « Attendez, c'est mal », je trouve ça bizarre. Elle aurait dû se dire ça au bout de 2 secondes, quoi, pas au bout de 15, parce que oui, c'est un baiser qui dure un petit moment, quoi. Je sais pas, c'est bizarre de sa part de réagir comme ça. Mais bon, ça amène à ce que Lysa pique une autre crise de jalousie folle, qui est relativement compréhensible, même si elle va à des extrêmes qui sont moins pardonnables, ça c'est clair, puisque elle veut balancer Sansa dans le grand trou, si vous vous souvenez, le trou qui avait été utilisé pour essayer de balancer Tyrion quand il était accusé, mais qui a été utilisé pour balancer quelqu'un d'autre. Donc ouais, en pleine crise d'hystérie, elle essaye de balancer Sansa par-dessus, mais Baelish intervient pour la calmer, juste histoire de la balancer dans le vide la seconde d'après. Parce qu'elle lui est plus utile, j'imagine. Oui, bah maintenant qu'ils sont mariés, techniquement, si elle meurt, c'est lui qui dirige le coin, techniquement parlant. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Est-ce qu'on va faire une enquête sur la mort de Lysa? Je ne sais pas trop.
Mais voilà, c'était un bon cliffhanger, ça, hein, ça j'avoue que c'était un bon cliffhanger. Lisa qui meurt. C'est très intéressant, honnêtement, j'ai bien apprécié ça, depuis du petit détail du baiser qui me gêne un chouïa. C'était une bonne façon d'appuyer l'ambiance du coin et la nostalgie de Sansa. Et de Baelish, une certaine nostalgie aussi, c'était très bien foutu ça. Je m'attendais à ce que Lisa dure un peu plus longtemps, mais j'imagine que Baelish peut tout diriger tout seul à partir de maintenant. C'est pas étonnant non plus. Et c'était cool, hein, c'était très bien foutu, hein, un épisode excellent. Il y a des grosses facilités, des grosses coïncidences à 2-3 moments qui sont un peu gênantes, mais globalement c'était du très bon développement de personnage. Vous exploitez votre duel judiciaire, vous en faites pas juste une espèce d'échappatoire à la con, vous exploitez ce qui tourne autour, et donc ça rend ça beaucoup moins ennuyeux que dans les saisons 1 et 3, je reconnais. Ah oui, c'est beaucoup plus satisfaisant comme ça. Et ouais, il y a une fois de plus énormément de bonnes conversations, surtout entre Oberyn et Tyrion, qui était le grand moment fort de cet épisode, hein. Vraiment, c'était un moment magistral pour Oberyn, hein. Très bon épisode. Et je suis impatient de voir ce duel judiciaire. C'est dingue que je dise ça, moi qui ai du mal avec ça. Mais bon, sur le coup, maintenant, étant donné que ça a été bien exploité, bien amené, là, je suis impatient de voir ce duel. Comme quoi, il fallait bien faire ça dès le début. En tous les cas, à bientôt pour l'épisode 8. Bye!